Denis Sautreau m'a dit j'aimerais que tu nous fasses l'anatomie de la papille duodénale parce que je n'y comprends rien. Ça m'étonnait beaucoup pour quelqu'un qui, depuis 30 ans, fait ce métier. Mais je me suis laissé prendre au jeu et donc, voilà. Je vais commencer par un peu d'histoire. En effet, l'histoire de la papille duodénale est tout aussi complexe que sa structure et son fonctionnement. Et je vais commencer par un petit examen pour M. Sautreau. Est-ce que tu pourrais me citer 3 noms célèbres attachés à la papille duodénale? La réponse, c'est Alain Guélin qui va la donner. Très bien. Donc ça, c'est la coopération. À part Vater. Audi. Wirsung. Le Colédoc n'a pas de nom propre. Alors c'est en effet Johann Georg Wirsung, Abraham Vater et Ruggiero Vincenzo Fernandino Antonio Giuseppe Audi. Audi étant le nom. Commençons par Wirsung et je vous présente sa mort. Wirsung, en 1643, a été assassiné. Il a été assassiné par un certain Juan Viano della Baldia qui n'était pas du tout d'accord avec l'origine du découvreur du canal en question. Vous connaissez bien entendu le canal pancréatique principal dit de Wirsung. Donc le Wirsung en question l'avait décrit 1 an avant et il l'avait fait graver sur cette plaque de cuivre et envoyé à tous ses contemporains européens. Et c'est là donc qu'il décrivait ce canal qui est présenté devant vous. Mais il va le payer de sa vie. Alors c'est encore plus bête parce que 5 ans plus tard, un certain Hoffmann, qui était un de ses élèves, a dit que c'était lui qui l'avait découvert. Enfin ça a été reproduit très souvent dans les siècles qui ont suivi. Le deuxième, c'est Abraham Vater. Vous voyez, nous sommes toujours au XVIIIe siècle, qui était médecin, mathématicien, professeur des universités. Il était surtout histologique et il a laissé son nom à l'ampoule, donc hépato-pancréatique ou cholédoco-pancréatique. Et pourtant, il devrait être connu pour beaucoup d'autres choses, et en particulier, c'est lui qui a décrit, et pourtant, il n'a jamais été reconnu comme le découvreur, les corpuscules qui porteront le nom d'après de Pacini, Messner, Krauss. Et là aussi, il a été spolié, ce monsieur Vater. Heureusement, il a quand même laissé ce nom à cette ampoule. Et voilà donc Ruggiero Audi. Ruggiero Audi a 23 ans. Il est en 4e année de médecine quand il décrit le sphincter qui porte son nom. Et il va être à Padoue. Et il va être très, très célèbre. Et probablement, ça va lui monter à la tête. C'est pour ça que je voulais l'appeler le Cahuzac de la papille. Parce qu'il va être suspendu. Il va être suspendu pour fraude fiscale. Et consommation de stupéfiants. Il finira sa vie à Tunis, après être passé par l'Afrique, parce qu'il avait été chirurgien au Congo belge. Enfin, toujours est-il que c'est lui qui est censé avoir découvert le sphincter, surtout sa complexité, parce qu'il avait été décrit 2 siècles avant par Francis Glisson, qui avait donné son nom à la capsule qui entoure le foie. Donc vous voyez que l'histoire quand même est très complexe. Voilà tel qu'il l'avait décrit, alors on va le voir un peu. Alors il faut commencer par l'embryologie. Il faut toujours avoir à l'esprit que le canal cholédoque, le canal pancréatique, n'est pas un canal émanant d'une structure parenchymateuse et allant se vider dans une structure digestive, mais le fruit d'une évagination du tube digestif qui a donné, et on le voit très bien sur cette image embryologique, avec le duodénum à gauche. Je ne sais pas comment marche la flèche, mais ça ne fait rien. Donc vous le voyez, le duodénum à gauche, et ce canal avec un canal ascendant, qui donnera ensuite le canal cholédoque et le canal cystique, et pour aller au contact du parenchyme hépatique. Il en est de même pour tout au moins une des ébauches, c'est-à-dire l'ébauche ventrale, qui se forme autour de ce diverticule émané du duodénum. Alors, l'embryologie en 3 étapes, si vous voulez, c'est le pancréas, il naît de 2
ébauches, une ébauche ventrale, une ébauche dorsale, dans le mésogastre ventral et dans le mésogastre dorsal. Ce qui va nous intéresser, pour ne parler que de la papille, c'est l'ébauche ventrale, et qui est commune, puisqu'elle n'est pas vraiment du duodénum, mais déjà de l'évagination à destinée cholédocienne, à destinée hépatique. Et donc, on retrouve ici la disposition définitive à 42 jours. Merci. À 42 jours, avec... je ne sais pas si vous voyez bien, tout au moins le point rouge. Enfin, on voit le canal pancréatique principal, qui a volé le canal qui va devenir accessoire, c'est-à-dire le centre béni, je n'en parlerai pas puisqu'on ne parlera que de la papille majeure, et que son abouchement va être forcément commun avec le canal cholédoque, et expliquer toutes les variations qui peuvent en découler. Alors l'anatomie descriptive, voilà, toujours avec la leçon d'anatomie d'un tube en fond. Donc la papille majeure, donc elle est, comme vous le voyez, elle est variable, vous le savez, vous qui regardez cette papille dans les yeux à longueur de journée, je parle au gastro-entérologue, bien entendu, surmontée de ce pli, dit pli duodénal longitudinal supérieur, qui n'est rien d'autre que l'arrivée du canal cholédoque dans sa partie interne, et puis il est décrit également un pli inférieur, appelé frein aussi de la papille, mais ça c'est extrêmement variable, je ne rentrerai pas dans les détails de cette description. Alors Netter, qui est une œuvre anatomique récente, relativement récente, qui explique bien ici donc l'abouchement du canal cholédoque en haut et du canal pancréatique qui vont se réunir dans une région ampulaire et entourée d'un sphincter, le dit sphincter d'Otto, mais qui est beaucoup plus complexe que ne veut ce dessin, parce que classiquement, on dit il y a un sphincter cholédocien, un sphincter constant, un sphincter pancréatique sur le canal de Wirsung inconstant, et puis un sphincter de la papille elle-même, c'est-à-dire de l'ampoule, qui lui est constant et qui est le plus puissant, puisque c'est lui qui va assurer la continence. Et d'ailleurs, quand on fait des coupes histologiques par rapport telles que vous les voyez ici, et si on va donc de haut en bas, eh bien sur la première coupe, vous avez un canal cholédoque entouré de sa musculeuse, car la musculeuse va remonter un peu sur le cholédoque, mais pas très très loin. Il existe dans le cholédoque intracéphalique et pédiculaire très peu de fibres musculaires, ce qui explique qu'il n'y a pas de péristaltisme sur un cholédoque, comme on peut le trouver sur un uretère. Et donc, vous avez... Non, ça ne veut pas le montrer. Donc, vous avez un Wirsung en bas, sans fibres musculaires. Vous avez un canal cholédoque avec des fibres musculaires circulaires, de sphincter. Et puis, vous avez de part et d'autre des fibres longitudinales qui vont être très importantes. Et si vous allez plus bas, bien vous voyez la réunion des deux canaux, canal cholédoque vers le haut de la coupe, canal pancréatique vers le bas, entourés donc là de fibres circulaires qui font le sphincter, le dit sphincter de Thiers. Histologiquement, ici, on le voit très bien, vous avez AB, c'est le canal cholédoque, AP, c'est le canal de Wirsung, et vous l'avez ici sectionné très près de son émergence au niveau de la papille, c'est-à-dire au niveau de la lumière duodénale. Par contre, si vous êtes un peu plus en amont, eh bien vous avez MP, c'est la musculeuse du duodénum, et à votre droite, donc la structure qui ici n'est que cholédocienne. La complexité, la voilà. Donc sur ce dessin, qui émane également du Netter, eh bien vous avez un cholédoque avec ses fibres circulaires, ça c'est constant, un canal de Wirsung, on va dire un canal pancréatique principal, qui est également avec, de façon inconstante, pourvu de son sphincter, puis ensuite le sphincter commun des deux, qui va jusqu'à l'orifice intraluminal, qui est la papille. Mais vous voyez, ce dessin montre deux choses très importantes. Il ne faut pas oublier quand même qu'il faut un orifice qui se soit ménagé dans la paroi duodénale elle-même. Et pourtant, elle n'a pas donné, non pas laissé passer, mais elle n'a pas donné ce diverticule sans lui léguer
un certain nombre de fibres musculaires, qui sont des fibres musculaires ascendantes, telles que vous les voyez, qui remontent le long du canal cholédoque et qui n'existent pas au niveau du canal pancréatique. Et il existe des fibres de renforcement que vous voyez venant de la musculeuse duodénale elle-même à la musculeuse de ce sphincter d'Oddi. Voilà un autre, vous prenez un autre ouvrage, des ouvrages assez récents, un autre ouvrage qui montre la communion des fibres musculaires, des sphincters, mais également de la paroi duodénale. Alors il existe un certain nombre de variations. Alors, les trois grands types, c'est le U, le Y et le V. Ici, donc sur la partie gauche, vous avez le U, où le canal commun, c'est-à-dire avec une ampoule qui est extrêmement réduite. Puis vous avez, bon, ça c'est plus exceptionnel, c'est pratiquement deux orifices séparés. Et vous avez le Y, c'est-à-dire le canal commun, dont vous savez que au-delà de 1,5 cm, eh bien, il y a un risque de dégénérescence au niveau probablement par des problèmes chimiques de reflux du suc pancréatique dans le canal cholédoque. Mais les types, je vous ai dans un autre ouvrage, vous voyez, il y en a 6 types différents, donc je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, pour vous dire que ça explique les difficultés que vous pouvez avoir pour les sphinctérotomies ou même les CPRE sans sphinctérotomie. La vascularisation, elle peut vous ennuyer parce que ça peut vous entraîner des saignements. Alors, sur la vascularisation de la face médiale du deuxième duodénum, donc du pancréas qui est à son contact, appartient aux arcades, les arcades pancréatiques supérieures qui viennent de la gastro-duodénale, de l'artère gastro-duodénale, elle-même de l'artère hépatique, et l'autre apport, et apport artériel, vous le savez, ça vient de l'artère mésentérique supérieure. Alors que ce soit par devant ou par derrière, très souvent, c'est l'arcade postérieure qui d'ailleurs porte le nom à cette occasion d'artère rétro-duodénale ou rétro-pancréatique, que la vascularisation va arriver au niveau de la papille. Vous l'avez ici sur cette image informatique de reconstruction où c'est une vascularisation venant des deux arcades supérieures, antérieures et postérieures qui vascularisent le canal cholédoque et qui, vous le voyez sur cette image, vascularise jusqu'à la papille. Et les hémorragies que vous pouvez rencontrer au cours de précoupe ou de coupe ou de sphinctérotomie, eh bien, vont émaner de cette vascularisation. Et il est évident que la vascularisation est extrêmement variable dans les rapports des arcades avec cette région-là, et que, évidemment, la coagulation, tout au moins la blessure d'une arcade directement, peut entraîner des hémorragies très importantes. La vascularisation lymphatique, alors elle va intéresser évidemment les processus tumoraux malins de la région papillaire, des ampulomes divatériens, Pater a donné son nom aussi. Donc là, je vais passer très vite pour vous reparler, bien entendu, que dans l'immense majorité des cas, les voies lymphatiques suivent les voies artérielles, c'est-à-dire les voies des arcades donc surtout avec un courant ascendant vers l'artère hépatique, mais compte tenu du fait que ces arcades sont des anastomoses entre le tronc cœliaque et la mésentérique supérieure, ça n'élimine pas la possibilité d'avoir des propagations carcinomateuses au niveau des chaînes de la mésentérique supérieure. L'innervation, c'est vrai que l'innervation, elle est extrêmement complexe également parce que c'est une innervation mixte, sympathique et parasympathique. Là, ça fait, oui, c'est assez lointain, enfin, l'image est trop floue pour que vous puissiez bien distinguer que l'apport nerveux vient du système sympathique, des chaînes sympathiques par les splanchniques, mais également parasympathiques par les vagues. Tout ceci, cette information sympathique et parasympathique se mélange au niveau des plexus, en particulier le plexus cœliaque, et que cette innervation va arriver au niveau de la papille, à la fois par l'innervation cholédocienne
et l'innervation accompagnant, comme vous le voyez ici, l'artère gastro-duodénale et ses arcades. Alors, voilà, je reviens à mon premier propos. Donc tu m'as posé une question, j'ai travaillé l'anatomie, donc maintenant je vais te faire des recommandations. Donc, et je pense que tu vas y adhérer. C'est facile la CPRE. Cholangio, pancréatographie, rétrograde, endoscopique. D'abord, tu repères. Tu pénètres. Tu coupes. Et tu évacues. Tu as bien fait une CPRE. Là, c'est une RPCE. Donc, tu vois, c'est relativement simple. Et pourtant, c'est sûrement, quand vous le faites, c'est sûrement beaucoup plus compliqué que ça. La leçon d'anatomie de Jan Tulp, de Rembrandt, il l'a peint, tout au moins il y a assisté, le 16 janvier 1632, sur ce pauvre Harry Skint, qui avait 40 ans, pendu le matin même pour un vol à main armée. Il a été donc exécuté, et c'est un tableau qui est très étrange, parce qu'habituellement, les dissections, à cette époque, commençaient toujours par une éviscération. Et lui, comme vous le voyez, il n'est pas éviscéré, et par contre, c'est une dissection sur le membre supérieur. Certains ont même vu Descartes dans ces 7 chirurgiens autour du docteur Tulp, que vous avez sur votre droite. C'est un tableau très célèbre qui a même été pastiché au niveau par Uderzo dans le devin. Vous avez Prolix, le devin à droite, et qui sont donc, vous en avez 7 autour, si vous les comptez bien, qui sont en train de voir la dissection du poisson par le Prolix en question. Ici, ce congrès clos des universités d'endoscopie, 26 universités d'endoscopie. Donc je vais vous montrer la première photo qui en a été faite. Donc vous avez ici l'origine même, vous avez la première. C'était en 1647. Où vous avez tous reconnu l'équipe Limousine, même si aujourd'hui elle s'est un peu dissociée. Vous avez donc le docteur Tulp, c'est le professeur Sautreau, et moi j'y reconnais Monsieur Canard, Monsieur Cessot, si on va de droite à gauche, Madame Le Sidaner, Madame Loustorati, Madame de Belgratien, même Jean-Christophe Letard qui est là. D'ailleurs, vous voyez, c'est le seul à ne pas regarder ce que fait le docteur Tulp, mais il est accompagné d'ailleurs par Romain Legros. On se demande ce qu'il regarde. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses plus sérieuses, ça a un peu avancé à la 26e, et que ce n'est plus la leçon du docteur Tulp, mais c'est la leçon d'endoscopie du docteur Sautreau. Je vous remercie.